Si la collaboration est un choix minoritaire dans la société belge, comment le reste de la population a-t-elle réagi face à ce phénomène? Plus la guerre se prolonge, plus l'hostilité de la population à l'égard de la collaboration se développe. La presse clandestine est bien évidemment très agressive vis-à-vis des collaborateurs. Certains résistants n'hésitent pas à recourir à la violence à l'encontre de ceux suspectés d'être des collaborateurs. Le nombre d'attentats contre les collaborateurs augmente nettement vers la fin de la guerre. Certaines régions se trouvent dans une situation proche de la guerre civile. Mais à la fin de la guerre, lorsque les Allemands ont perdu et que les collabos se retrouvent du mauvais côté, j'imagine que cela ne s'améliore pas. Non, effectivement. Les collabos sont livrés à la loi de la rue. Les scènes de violence et d'humiliation publique se multiplient. La population se libère de ses frustrations et de la haine accumulée durant 4 années de conflit. Les arrestations sont presque incontrôlables. Cependant, rapidement, le gouvernement belge prend la situation en main. Mais comment vont-ils gérer ce problème de violence et d'internement massif? Pendant la guerre, le gouvernement en exil à Londres a réfléchi à une politique de répression judiciaire. Elle est mise en action à la Libération et sera gérée par la justice militaire. La tâche est immense, car beaucoup de monde devient un suspect potentiel. Au total, 405 493 dossiers sont ouverts, mais seulement 14% aboutissent à un procès. Finalement, 53 005 personnes sont ensuite condamnées. Et ces collaborateurs, comment sont-ils jugés? Les peines varient beaucoup, de l'amende à la peine de mort. Dans le cas de la répression, le dicton « le temps adoucit les mœurs » est très vrai. Les peines sont beaucoup plus sévères immédiatement après la guerre. D'ailleurs, la majorité des peines de mort ne sont pas exécutées, et de nombreux collaborateurs sont graciés. Par la suite, des dispositions vont être adoptées afin d'adoucir les décisions prises dans l'émotion du lendemain de guerre. Si je comprends bien, les conséquences sont seulement liées à la justice. Non, en fait, la répression est un phénomène multifacette. En tout, il y a 6 visages, dont la répression populaire et la condamnation par les tribunaux militaires. Cette dernière est dirigée par l'État. D'autres formes de répression sont également du ressort de l'État, comme l'épuration administrative, la perte des droits civiques et le refus de donner le certificat de civisme. La dernière forme de répression se déroule dans le secteur privé et ne dépend pas de l'État. C'est compliqué tout cela. Tu sais reprendre plus lentement? Tout d'abord, il y a la répression administrative. Dans les administrations, des commissions vont étudier le comportement des fonctionnaires. Certains sont mis à pied. Ensuite, de nombreuses personnes sont également privées de leurs droits civiques. Inscrits sur une liste par l'auditeur général, ils ne peuvent plus voter lors des élections. Enfin, après la guerre, le gouvernement instaure le certificat de civisme. Ce dernier est refusé à toutes les personnes dont le comportement est jugé répréhensible. Il est pourtant obligatoire pour de nombreuses choses. S'inscrire à l'université, exercer certains métiers, recevoir de l'aide financière du gouvernement en cas de dommages de guerre, etc. Les conséquences sont donc assez lourdes. La dernière forme de répression n'est pas du ressort de l'État, mais est du ressort du secteur privé. Dans certains corps de métier, certaines associations, certains clubs de sport ou autres, des personnes au comportement jugé suspect vont être exclues du groupe. C'est le cas des médecins ou des avocats. On parle d'épuration privée.